Salam alaikum, Azul, bonsoir. Qu'est-ce que la loi de finances? La loi de finances. Nous allons essayer de vous faire une petite explication de texte. Mon jeune confrère Chaban Qassi va vous lire quelques articles de la loi organique numéro 1815 du 2 septembre 2018 relative aux lois de finances. Et donc ce sont des articles qui sont simples à comprendre et qui peuvent donc éclairer notre lanterne. Mais avant, permettez-moi donc de vous présenter mes invités. Hassan Hayrach, militant politique. Hassan, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation et bonsoir à tous les invités et à tous les téléspectateurs. Merci. Wahab Hamidi, consultant en finance, militant politique. Wahab, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamal, bonsoir à vos invités et merci pour l'invitation. Merci. Nous allons être bientôt rejoints par Lies Jbaili, ingénieur, économiste, fondateur de l'Algérie, droit devant. Et donc Chaban Qassi, merci d'être avec nous Chaban. Bonsoir. Bonsoir. Et si vous nous lisiez ces quelques articles pour nous éclairer un peu. Article 3. La loi de finances détermine pour un exercice la nature, le montant et l'affection des ressources et des charges de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte en tenant compte d'un équilibre économique défini. L'exercice budgétaire s'étend sur une année civile. L'État œuvre dans la gestion des finances publiques à privilégier la couverture de ses dépenses de fonctionnement par des ressources ordinaires. Le taux de couverture est fixé par la loi de finances. Article 6. La loi de finances de l'année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'État destinées à la réalisation des programmes de l'État conformément aux objectifs définis et aux résultats attendus en faisant l'objet d'une évaluation. Article 7. La loi de finances rectificative a pour objet de modifier ou de compléter en cours d'année les dispositions de la loi de finances de l'année. Article 69. Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre chargé des Finances prépare les projets de loi de finances qui sont présentés en Conseil des ministres. Article 70. Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent en découler. Article 71. Le projet de loi de finances de l'année est déposé sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale au plus tard le 7 octobre de l'année précédant l'exercice considéré. Alors là, je vous arrête un petit moment. Déposé au plus tard le 7 octobre. C'est bien ça? C'est bien ça. De l'année précédente. Et nous sommes le 27. Et ça a été déposé quand? Dimanche passé. Il y a quelques... Bien après le 7. Quelques heures. Bien après le 7. Bien évidemment. D'accord, on est le 27. Presque 3 semaines. Article 74. Les projets de loi de finances rectificatives sont déposés en cours d'année et peuvent contenir les mêmes parties que celles de la loi de finances de l'année. Alors, pardon, là aussi. Wahab, la loi rectificative... Ça veut dire complémentaire, comme on l'appelle bien souvent. C'est ça. D'accord. Oui, alors. Et enfin, article 77, les recettes du budget général de l'État font l'objet d'un vote global. Très bien. En fait, il préfère le mot rectificatif à complémentaire parce que rectificatif, on suppose qu'on peut aussi agir en deçà de ce qui est prévu. Alors que complémentaire, c'est toujours en plus. En plus, voilà. Oui. Alors, d'abord, on va écouter une petite chanson. فورما دي زادو قاع نطيرو فورما دي زادو قاع نطيرو فورما دي زادو قاع نطيرو بروجي ضرب في الزيرو كابيسا ما تعياش فورما دي زادو قاع نطيرو فورما دي زادو قاع نطيرو فورما دي زادو قاع نطيرو بروجي ضرب في الزيرو كابيسا ما تعياش لموني قالوا راجع الغرام عمرك ما حكيتي ملي نشفاو لك في تصورك عمرك كنتي ما ضحكتي كبرتي في البلاد وما فهمناش واش قلتي حتى رحتي واش راكي مع الغربه مازال مجروحه ولا بريتي بريتي بريتي
غير بريتي كل ضربة بطيحة ونوضة حتى يفنى واش بقالي هما انا حولي وربي عطاني شكون بحالي بديا من الزيرو تعرفني ونعرفها ويا دلالي ما ضحكتليش الدنيا ضحكت لها على جال مورالي 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 فورما دي زادو قاع نطيرو فورما دي زادو قاع نطيرو فورما دي زادو قاع نطيرو بروجي ضرب في الزيرو كابيسا ما تعياش فورما دي زادو قاع نطيرو فورما دي زادو قاع نطيرو فورما دي زادو قاع نطيرو بروجي ضرب في الزيرو كابيسا ما تعياش دارولي شوكة في الصباط قالوا جامي توصلي كتفك صغر يا راجا غير خطك غير ابوندوني راك ناسي خيو باللي الجرينتا تمشي في دمي نخرج من بلاد نصدم البلاد والنافيغي زماني 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 Loi de finances 2022, le tournant, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui, puisque beaucoup de gens pensent qu'il y a des mesures prévues dans cette loi de finances qui a été soumise au Parlement, Parlement dont on sait parfaitement qu'il va voter. Mais nous allons d'abord écouter la présentation de Chaban. Vous venez de le dire, Jamaldine, qui dit loi des finances présentée au Parlement, mais on sait malheureusement que depuis maintenant plusieurs années, ça passe comme une lettre à la poste. Vous allez certainement évoquer qui dit finance, bien le quotidien des Algériens. Tout d'abord, le pré-salaire. On se souvient, le samedi 25 septembre, Abdelmajid Tebboune, voilà ce qu'il a dit. Un pré-salaire donc, qui sera mis en œuvre à 100% dans 2 ou 3 mois pour que son paiement soit effectif dans le budget de 2022. Bien évidemment, des interrogations, puisqu'on ignore le nombre des potentiels... Pardon, Chaban, oui. Ils ont bien utilisé le terme pré-salaire oui, ou allocation de chômage? Pré-salaire. Pré-salaire. Et ce qui a été notamment on va en parler. Et ce qui a notamment été décrié, c'est le fait que les Algériens ne veulent pas un pré-salaire, mais veulent vivre dignement et veulent un emploi tout simplement. Bien évidemment, en Algérie, malheureusement, vous connaissez les institutions en termes de statistiques, l'organisation. On ignore le nombre des potentiels bénéficiaires, c'est-à-dire des chômeurs. Et puis, bien évidemment, cette problématique de modalité de mise en place qui, est, pour l'instant, n'est pas du tout définie, qui suscite quelques problématiques. Voilà ce que disait un parlementaire. Avant de mettre en œuvre une allocation chômage, il est primordial d'assainir le dossier des contrats de pré-emploi, 15 000 dinars par leur titularisation et celui du filet social, puisque l'allocation chômage est souvent appelée filet social et qui tourne autour des 5 000 dinars. Mais nos invités vont donner ça précisément dans quelques instants. Et puis, autre interrogation, c'est une femme au foyer en âge de travailler bénéficiera-t-elle notamment de cette allocation chômage? Qui dit finance dit aussi pouvoir d'achat, la révision de la politique des subventions de l'État, donc en vue de cibler certaines catégories. En janvier dernier, le Premier ministre, voilà ce qu'il dit: il n'est pas normal que les catégories aisées acquièrent les produits subventionnés au même prix que les citoyens à faible revenu. Une injustice dans la répartition de ce soutien. Nous œuvrons, dit-il, pour que le soutien de l'État profite aux citoyens qui en ont le plus besoin. On connaît malheureusement la situation du pouvoir d'achat. Plusieurs problématiques. D'abord, déterminer quel niveau d'allocation financière à accorder aux plus faibles, les indices des salaires et des prix étant mal connus, déterminer à quelle institution confier justement la confection des listes de personnes et de ménages à bas revenus, déterminer et recenser les personnes en situation de pauvreté. Et l'un des troisièmes problèmes, et non des moindres, consiste à déterminer suffisamment, avec inexactitude et honnêteté, la situation financière des Algériens qui travaillent dans les secteurs informels, qui ne déclarent ni salaire ni autres revenus. Ils sont apparemment près de 6 millions en Algérien. Il faut savoir que quelqu'un qui travaille avec un emploi informel peut gagner beaucoup plus d'argent que quelqu'un est déclaré. Et puis vous allez revenir notamment avec une loi, voilà ce que disaient notamment certains parlementaires, pour les oligarques, le règlement à l'amiable pour la restitution de l'argent détourné. C'était en débat à l'APN. Une mesure qualifiée d'amnistie pour ces ex-hommes d'affaires emprisonnés, pour ceux qui ont été interpellés et condamnés. Ce qu'on a pu entendre notamment au MSP avec Ahmed Sedour, qui dit: je crains que cette procédure à l'amiable n'ait été imposée par le reste de la bande ou des oligarques pour aider leur père incarcéré d'avoir un alibi juridique qui soit entériné, adopté par le Parlement, leur permettant à l'avenir de quitter la prison. Avant de vous quitter, on sait combien il est difficile de retrouver l'argent détourné, mais on rappelle tout de même qu'Abdelmajid
Abdelmajid Tebboune avait annoncé clairement, publiquement, que lorsqu'il serait au pouvoir, il allait restituer et récupérer toutes les sommes détournées. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Merci Chaban, à demain alors. Et alors, d'abord, je vous ai vu faire une remarque à propos de l'allocation chômage. Oui, en fait, oui. c'est dans l'article 189 du projet de loi de la loi de finances, on Oui. parle clairement d'une allocation chômage qui sera gérée par l'ANEM. Donc, je pense On ne ça, parle c'est pas de pré-salaire. Non, pas du tout. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, parce que c'est- le pré-salaire, en principe, c'est l'indemnité qui est allouée à la personne qui est en formation ou en Formation, stage. exactement. Oui, donc oui. C'est Abdelmajid Tebboune qui avait annoncé un pré-salaire. Hein. Oui, ça c'est Attention, politique, hein, mais voilà. ça c'est Non, non, mais là, on oui, parle oui, de loi de d'accord, finances. d'accord, bien sûr. Bon, il dit ce Oui. qu'il veut. Mais bon, en tout cas. Mais pour vous dire un peu la... Oui, oui, merci Chaban. Alors, Wahab Hamidi, d'abord, en gros, comme ça, avant de rentrer dans le détail, votre sentiment sur cette... Est-ce que ça annonce réellement un tournant? Oui, votre titre de l'émission répond en partie à la problématique, parce que oui, il y a un tournant dans cette loi de finances. Peut-être on n'en parle pas assez, mais réellement, les pouvoirs publics en Algérie ont pris un virage que je pourrais qualifier d'historique, parce que le système économique, social et politique algérien, en partie, a été construit par une politique de subvention très, très importante depuis l'indépendance de l'État algérien. On connaît toute l'histoire de l'idéologie socialiste à l'époque pour mettre un peu l'Algérien dans un certain niveau d'aisance économique. Et là, l'État algérien, après 60 ans après l'indépendance, on annonce d'une manière franche qu'on va mettre fin aux subventions de l'État. Nous allons en parler, c'est un sujet donc voilà, mais juste qui va par rapport- toucher oui. quasiment tous les Algériens. Oui, après la deuxième partie par rapport à la remarque, c'est que la loi de finances 2022 respecte les macro-équilibres qu'on a connus depuis au moins 20 ans par rapport au budget principalement. Les recettes, on les connaît. Enfin, les principales recettes, ça reste encore une fois les hydrocarbures qui alimentent le budget. Mais en contrepartie, les dépenses, c'est-à-dire les budgets de fonctionnement de l'État, les grands ministères, ça reste le ministère de la Défense en tête, suivi par l'éducation, mais juste après, il est suivi par le ministère de l'Intérieur. Et ça, peut-être M. Haj va faire un commentaire sur ça. Donc on voit que les équilibres macroéconomiques des choix budgétaires de l'État algérien n'ont pas bougé. Donc ça, c'est la deuxième peut-être lecture de ce projet de loi de finances. Il faut toujours préciser que c'est un projet de loi. Oui, un projet de loi, mais qui sera certainement voté en l'état. Oui. Hassan, commentaire préliminaire, j'allais dire. Écoutez, moi je dirais plutôt que c'est un tournant sur une petite partie de cette loi de finances. Parce que sur le reste, je ne dirais pas la même chose. C'est vrai que c'est un tournant vis-à-vis des subventions, c'est-à-dire qu'il a été décidé un peu sans doute par prévision, si d'aventure ils avaient à demander de l'argent à la Banque mondiale ou au FMI, il va de soi que la première mesure qu'on exigera de notre gouvernement, c'est de supprimer les subventions. Donc ça, c'est une règle qu'on applique un peu dans Mais ils sont en train de dire qu'ils n'iront jamais au FMI. Oui, d'accord. Bon, entre ce qui est dit aujourd'hui et ce qui va se faire demain, vous savez très bien. Hein, malheureusement, nous sommes dans une situation politique où ce qui est fait n'est pas dit et ce qui est dit n'est pas fait. Voilà, malheureusement, c'est la règle qui prévaut en Algérie depuis, je dirais, 60 ans. Voilà. Donc, c'est un tournant, comme disait Wahab tout à l'heure, sur ce volet-là. Sur les autres volets, c'est-à-dire les budgets alloués proportionnellement à certains ministères, la manière dont c'est fait, la non-transparence, et puis le peu d'investissement de l'Assemblée par rapport à l'élaboration du budget, etc. Tout ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, on ne peut pas dire véritablement que c'est un tournant d'un point de vue macroéconomique ou macropolitique. En revanche, on peut effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec Wahab, on peut tout à fait discuter sur cette décision et ses implications, ses conséquences sur la société et sur le politique.
Très bien. Juste, Jamal, Oui. entre parenthèses, Oui. parce que vous avez parlé du recours au FMI. Oui. Par rapport à ce que j'ai compris, en fait, l'Algérie peut-être ne va pas aller recours au FMI. Parce que les difficultés financières, il a dit M. Haïlache, peut-être c'est une préparation, mais peut-être un financement bilatéral Chine-Algérie. Ça, c'est... Oui. Ce sera encore d'autant plus Oui. grave. Voilà, On connaît parce les que méthodes c'est un chinoises. peu c'est un peu le tournant qui est en train de se faire. On va en parler mondialement. certainement parce que Oui, les Chinois, ils sont en train de contrebalancer le FMI par rapport Oui. aux finances. Et Dans toute l'Algérie, l'Afrique, d'ailleurs. dans Ils sont toute en train de l'Afrique. le faire dans Mais, toute l'Afrique. ils disent qu'ils font du gagnant-gagnant. Mais là où ils mettent les pieds, généralement, c'est quasiment des concessions. Le pays devient une concession qu'ils s'achètent. je voulais juste ouvrir cette brèche pour ne pas rester Oui, toujours on va sur en la parler. philosophie. Très important. On va en parler. Lies Jbaili, merci d'être avec nous. Mais merci Jameldine, merci Hassan, Wahab, pardon, et tous les téléspectateurs. Je rejoins Hassan et Wahab. Il faut savoir que le système de révision des subventions, il a été annoncé et reporté maintes fois, depuis 2014, Oui. depuis la chute des pétroles. Tout à fait. Donc, c'est Mais il n'a jamais été proposé dans une loi de finances. absolument. Là, on avait parlé, ou Yahya, mais comme ça, dans le vague. Mais là, c'est un point qui figure dans la loi de finances et qui va être voté. Tout à fait. Donc, au fait, voilà. Donc, c'est la première fois que c'est proposé dans une loi de finances, certes. Donc, c'est des subventions qui soient directes ou indirectes. C'est un sujet très sensible, complexe. Les subventions, c'est parfois coûteuse et mal répartie. Le but, c'est quoi? C'est pour la refonte d'une justice sociale. Pour la refonte d'une justice sociale, il faut une politique sociale. Il faut bien répartir les subventions. Et pourquoi ils veulent les supprimer? Ils sont en train de dire que c'est parce que ça ne va pas aux plus démunis, ça va, par exemple, à l'industrie de la gaufrette, du chocolat, quand je parle du sucre, hein, Oui, oui. ça va à la limonaderie, ça va... Alors ils sont Pire en que train de... ça, M. Benchilou, Oui. c'est qu'une bonne partie aussi, ça va dans, comment dire, le trafic des frontières. Oui, oui, C'est-à-dire, absolument. on On le vend subventionne y compris voilà, pour les l'essence, populations le voisines. sucre, le lait, oui, le oui, machin, oui, etc. oui. Tout ça est vendu en Tunisie, au Mali, au Maroc, Absolument. en pleine Méditerranée. Exact, etc. exact, absolument. Il y a des bateaux qui vont soi-disant pour pêcher, mais qu'en réalité, ils vendent le carburant. Donc en fait, en soi, la mesure est très bonne. La mesure est très bonne. Elle est juste. Après, maintenant, Mais comment maintenant, on va pallier? voir comment Voilà, et pourquoi. absolument. On va revenir dans un deuxième La mesure temps. est très bonne parce qu'elle va définir une orientation, c'est-à-dire le ciblage, c'est-à-dire vers les ménages les plus vulnérables, les plus nécessiteux. C'est-à-dire on ne peut pas subventionner tout le monde, forcément. C'est-à-dire Ça veut dire cet argent, au lieu qu'il aille à tout le monde, au limonadier, au chocolatier, etc., il va aller directement aux ménages qui en ont besoin. Absolument. Et là, je vous remercie, d'ailleurs, ça va être le premier point. Wahab, est-ce que vous avez un chiffre sur ou Hassan ou Lies, sur la subvention, le taux, en valeur, combien ça coûte à l'État de subventionner certains prix à la consommation alimentaire, essence, carburant et autres gaz etc. Peut-être je vais faire juste une petite intro pédagogique. bien sûr. Pour qu'on comprenne, parce que quand on parle des subventions, généralement dans le langage comptable et financier, on parle des interventions de l'État. L'État intervient dans l'économie, donc sous différentes formes. En Algérie, il y a deux principales formes d'intervention de l'État. Il y a ce qu'on appelle les subventions, on va en parler, c'est le sujet de l'émission aujourd'hui, enfin peut-être, je ne sais pas, l'un des sujets. Après, il y a les transferts sociaux. Les transferts sociaux, parce que généralement, c'est tout le piège, des fois, quand on parle... en fait, des fois, on utilise... Wahab, on est en train de passer à côté de vous les commentaires et les questions de nos téléspectateurs, et à chaque fois, on en prendra quelques-unes pour essayer Je voulais de juste répondre. faire cette intro parce que c'est très important. Pardon de pour vous des avoir... fois, oui, vous avez raison. On mélange des fois la notion de transfert social et les subventions. D'accord. Par exemple, on va prendre... Et ça, c'est par rapport aux chiffres. Hein, c'est très important de faire cette différence par rapport aux chiffres. Parce que quand on annonce les interventions de l'État algérien dans l'économie sont l'ordre de 40% du budget, du PIB. Du PIB, ce qui fait 35 à 40 milliards de dollars annuellement d'intervention de l'État. Mais quand on parle d'intervention, il faut savoir, quand on parle par exemple de transfert social, le budget de la santé
est considéré comme un transfert social. D'accord. Ça, c'est très important de faire la différence parce que des fois, les chiffres augmentent très vite. En fait, c'est parce que quand on présente les chiffres, on peut les présenter par département ministériel, enfin, par rapport aux dépenses, mais on peut les représenter autrement. C'est comme ça qu'on les présente dans la loi de finances, dans le détail de la loi de finances qui est après promulgation au mois de février, on les dépasse, on les répartit par nature de destination. Et là, il y a les interventions de l'État qui comprennent les subventions et les transferts sociaux. Donc, quand on revient aux subventions, il y a... Quelle est la valeur? La valeur, La valeur, par exemple, pour l'année 2020. 20 milliards, on va dire 20 milliards à peu de près dollars. 20 milliards. 20 milliards de dollars. De dollars. De dollars. Ah, 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars. Parce Que, que les principalement... subventions, hein, on parle des soutiens au prix de consommation. Oui, Hein, c'est au large. alimentaire, Oui. Carburant, très important. électricité, Parce gaz. que le 80% des subventions de l'État algérien partent vers le soutien au carburant, l'électricité, le gaz et l'eau. Et ça... Et l'alimentaire. Après, il y a l'alimentaire avec les différentes variantes. Et après, il y a autre chose, le soutien des crédits. Par exemple, en l'agriculture, l'État supporte le différentiel en crédit et qui rentre aussi dans les subventions. Pour permettre de le vendre moins cher. Voilà. Ça veut dire que c'est l'État qui soutient la différence. Exact. Enfin, les crédits, les agriculteurs, quand ils font des crédits à 0%, ben, les banques compensent la différence par le budget. Et c'est considéré comme des et rentre subventions de subventions. indirectes. Exactement. Alors, Hassan, d'abord, pourquoi n'ont-ils pas fait cela depuis toujours? Pourquoi ont-ils accordé des subventions? Pourquoi n'ont-ils pas opté dès le départ à l'aide ciblée des familles les plus démunies, les plus fragilisées? Pourquoi ont-ils généralisé que le milliardaire puisse acheter le sucre au même prix que le chômeur? Est-ce pour acheter la paix sociale? Est-ce parce qu'ils n'ont pas les possibilités administratives et organisationnelles de le faire? Pourquoi, à votre avis? En fait, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Pour énumérer quelques-unes, je pense déjà qu'il y a une politique de populisme. Ça fait du bien de dire, voilà, nous subventionnons les produits de première nécessité, etc., et que nous nous occupons justement du pouvoir d'achat des Algériennes et des Algériens. Donc il y a cette idéologie populiste qui fait qu'on subventionne. Le deuxième point, c'est qu'il est extrêmement difficile de créer une administration justement qui puisse recenser les familles nécessiteuses. Ça demande une véritable administration et qui pourrait coûter beaucoup plus cher que les subventions elles-mêmes. Donc, effectivement, on a retardé comment mettre tout ça en place. C'est très difficile. C'est Surtout difficile. dans un pays où il n'y a pas de statistiques, où il n'y a pas d'organisation, où il n'y a pas de compétences. On ne peut rien gérer quand on ne peut rien mesurer. Absolument. Voilà, ça Et c'est... comment peuvent-ils, Alors, demain, non seulement cibler les populations, mettre en place le dispositif administratif, connaissant la bureaucratie, les tracasseries administratives? Absolument. Comment ils vont faire? D'abord, les agents de l'État sont mal formés. En plus, depuis un certain nombre d'années, ces dernières années, particulièrement depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir, les décisions sont complètement paralysées. Aucun commis de l'État aujourd'hui ne signe des documents, etc., tout de suite, de façon spontanée, lors même qu'ils Par peur considèrent... de se retrouver en prison. Absolument. Donc il y a cette paralysie politique, comme vous dites, de se retrouver effectivement devant la justice, éventuellement coffré pendant un certain nombre d'années, d'autant plus qu'on peut être détenu pendant 3, 4 ans, 5 ans sans avoir été jugé. Donc en mandat de dépôt qui se prolonge sans arrêt. Donc tout ça fait que c'est extrêmement difficile. Donc il y a Nabni dont faisait partie Ouahab qui avait fait un certain nombre de propositions. Par exemple, un salaire universel, un revenu universel, c'est-à-dire versé, ça peut se mesurer entre 10 000, 20 000 ou 30 000 dinars à chaque citoyen algérien majeur. Donc qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas. Donc c'est une façon d'éviter de créer une administration. C'est-à-dire qu'on peut obliger... C'est à la louche, on ne mesure pas
les besoins de l'un et de l'autre. Absolument. On donne la même chose à tout le monde. C'est Un on peut revenu reconduire la universel. subvention telle qu'elle est maintenant. Ça veut dire que c'est tout le monde qui en profite. Oui, oui et non. Il n'y a pas de ciblage Oui. des populations les Oui, plus... mais c'est sur, par exemple, l'équivalent d'un SMIC. Parce que les subventions actuelles, quand on additionne l'électricité, le gaz, le carburant, le blé, etc., ça fait beaucoup d'argent. Ça fait des milliards, qu'on vient de le souligner, Wahab, tout à l'heure. Mais est-ce qu'ils en ont les moyens une telle option, celle que vous êtes en train de nous décrire? Ce régime qui est en pleine crise financière, économique. Je pense que Nebni avait effectivement calculé, et c'est tout à fait possible. Je veux dire que avec les revenus actuels universels, il y a un certain nombre de pays qui l'ont fait. Je crois que l'Iran l'a fait. Je ne sais pas s'il le fait toujours. Il y a un pays du Nord, je crois que c'est la Norvège, je ne sais pas quoi. En tout cas, ce n'est pas nouveau. D'ailleurs, c'est ce qu'en France, c'est ce qu'avait proposé le candidat à la présidentielle, Benoît Hamon. Ça remonte aux États-Unis aux années 20. Oui. Voilà. Ah, d'accord. C'est un débat. Après le crash ou avant? Avant, je pense- certainement, puisque le crash était en 1929. Oui, Donc je pense. donc j'ai c'était pas avant. peut-être, mais je sais que c'est un Pour débat faire qui justement revient face à la crise. Donc ça, c'est tout à fait possible. À la limite, ça coûte beaucoup moins cher que de créer une administration dans chaque commune, dans chaque daïra, où il y a Nous allons en ministères, parler, etc. Hassan. Après, moi, personnellement, oui, on va en parler. On J'ai va une tourner. proposition. Oui. Alors, Elias, Moi, je parle du revenu universel, hein. Sa définition en tant que telle. Hein. C'est quoi le revenu universel? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est quantifiable et mesurable? Ça, je ne sais pas. Le revenu universel, au fait, son but, c'est il favorise l'égalité et la liberté dans la mesure où chaque individu recevrait le même montant. Il pourrait y le ajouter... milliardaire comme le chômeur. Au fait, c'est ça, en fait. D'accord. Et pourrait y ajouter d'autres revenus, en travaillant, par exemple. Ça permet de réduire les trappes d'inactivité. Ça veut dire qu'on a tous un minimum pour C'est ça, vivre, C'est ça. C'est ça. Et qu'on soit riche, moyen ou pauvre. Et on a la D'accord. possibilité... Et ça stimule l'économie. Absolument. En fait, ça stimule la consommation, en fait. Absolument. Ça améliore le marché du travail, le marché, la flexibilité. Surtout, ça joue sur la flexibilité D'accord. du marché du travail et ça réduit les trappes d'inactivité. Mais au fait, ça concerne tout le monde, le revenu universel. C'est ça. C'est-à-dire, c'est la liberté et l'égalité déjà. C'est les deux termes. Et ça permet d'arriver à la vérité des prix, puisqu'on ne va plus subventionner. Donc la baguette coûtera... C'est l'offre et la demande qui va, voilà, qui va la jouer baguette coûtera peut-être 40, 50, 60 dinars. Je ne sais pas si Wahab a réfléchi à ce coût-là. Mais ça permet en tout cas un minimum de vérité des prix, ce qui peut amener à une santé économique. Oui, mais le seul levier, c'est améliorer la flexibilité du marché du travail et réduire le chômage. C'est ça le but du revenu universel, hein, c'est ça. D'accord. Par définition, sa conception comme elle a été conçue. Donc pour moi, en tout cas, je ne sais pas, sous le contrôle de Wahab, il n'est pas quantifiable, il n'est pas mesurable. Voilà, à partir du moment où tous les citoyens, tous les Comment il individus... n'est pas quantifiable, puisque il faut bien décider d'un montant. Oui, d'un montant au départ, Évidemment. tout à fait. Donc oui. il est quantifiable et il est mesurable. Et puis quantifiable et C'est mesurable. l'équivalent du SMIC, je crois, qui a été en tout cas proposé par Nebni. Le travail de Au Nebni, départ, c'était 10 000 dinars, après ça a été c'était sur la base réévalué, je crois. d'une cellule familiale De on va 5 dire, membres. De 5 membres. Ouais, voilà. c'est Ah, C'était- d'accord, c'était c'est plus ça. une famille étalon que vous prenez C'est ça. Exactement. et vous calculez par rapport à ses besoins. Et ses besoins à partir, avec des enfants, à partir, par exemple, d'un enfant qui arrive. Pour les gens qui s'intéressent, il y a un document super intéressant qui a été produit par Nebni par rapport à ça. Et la deuxième option, on va revenir, je pense, c'est ce qui a été choisi par le gouvernement, parce qu'il y a Et c'est laquelle? le ciblage direct, parce qu'on a fait deux, enfin, je m'excuse auprès de mes camarades d'avenir, parce que voilà. Donc, le travail qui a été fait, c'est qu'il y a deux propositions, le ciblage direct, ce que propose le gouvernement actuel, et la deuxième, c'est le revenu universel. C'est un peu reprendre l'idée de... D'accord. Ça veut dire, pourquoi cibler puisqu'il va y avoir un revenu universel? Non, deux options. Ah, deux options, une des L'une deux. ou l'autre. Non, D'accord. l'une ou l'autre. Mais en cas de ciblage, on va essayer de parler des Juste, deux. Jamel, juste Oui. quelque chose de très Oui, oui. important à souligner par rapport aux subventions. Parce que c'est très important. Ce qu'on appelle les subventions indirectes, c'est-à-dire le soutien au carburant et certains produits, ils n'apparaissent pas dans la loi de finances, hein, dans le budget. C'est hors budget. Ah, C'est hors d'accord. budget. Après, l'État compense son gaz et son attraque.
Ah, Enfin, d'accord. à travers la filiale Pour leur Naftal. permettre de continuer à vendre Exactement. à perte quasiment. Oui, il y a tout quoi. un. Après, c'est un Donc la débat- perte se répercute sur les fonds publics et non pas sur les C'est tout capitaux un débat, des sociétés. parce que c'est tout un débat. En fait, il y a une agence qui dépend du ministère de l'Énergie. J'ai oublié le nom, je peux vous donner le nom, qui a une formule pour calculer le prix La compensation. compensation. Naftal, enfin, c'est un prêt administratif que l'État fixe à travers cette agence pour Naftal, pour la vente pour les pompes à essence. Après, l'État compense la différence pour son attract à travers sa filiale Naftal, le prix réel et le prix décidé par l'État. Après, ça, c'est tout un débat parce que la problématique par rapport à ce prix, c'est que quand les prix de pétrole augmentent, eh ben, on va dire que Sonatrach perd beaucoup d'argent. Oui. Parce que c'est calculé à un prix moyen de revient $15. Après, on va dire que si le prix est à $30, eh ben, Sonatrach perd 15. Enfin, je vais juste schématiser, c'est pas comme ça exactement. D'accord. Mais à chaque fois que les prix augmentent, eh ben, Sonatrach perd de l'argent parce que s'il aurait Plus elles vont cher et plus elles perdent. Voilà, C'est parce incroyable. qu'il faut raisonner que Sonatrach comme une entité il faut vraiment, économique. Hein. ouais. Enfin, il faut raisonner Oui, comme oui. une entité Oui, oui. économique, Oui, oui. pas administrative. Je crois qu'elle a toujours perdu. Oui, oui, donc voilà, c'est juste comprendre un peu le mécanisme et dire que il y a juste une différence entre les subventions budgétisées, comme les subventions pour le lait et le pain. Oui, Enfin, qui vont les être céréales, supprimées. Qui vont être supprimées. Et Ça, certaines subventions c'est- ne vont pas l'être, elles vont être contournées d'une autre façon. Quoi. C'est oui, maintenu, voilà. mais d'une autre façon. Mais parce que, par exemple, le lait, moi j'ai écrit un article sur ça, c'est que on a déjà parlé dans l'émission, la subvention du lait et du pain blanc, Oui. c'est complètement anti-santé. Enfin, Oui, oui, j'ose- absolument, Parce absolument. que Mais c'est l'aliment du pauvre. l'aliment. Parce mais- qu'ils c'est soutiennent, faux. parce que, en C'est fait, faux, Jamal Djim. tout est cher. Parce qu'on Tout a est cher. repris cette. En fait, parce que dans les années 50, que l'État français après-guerre, ils ont institué la baguette et le lait dans les écoles pour compenser un peu les disparités pour la nutrition des enfants. Après, nous, on a gardé ça parce que c'est un héritage colonial. Après, on a fait que, comme si c'est le repas du pauvre, toutes les études depuis au moins 10 ans, 15 ans, on le sait, le lait, c'est pas bon pour la santé. On le sait. Ça, on Et sait. le pain, blanc, l'abus, c'est pas bon non plus. oui, exactement. Oui, mais qui c'est profite- les seuls produits je vais finir sur accessibles. ça. Juste Ouais. finir sur ça, mais qui profite réellement des subventions, parce que l'État, quand il s'est désengagé dans la production céréale, Ouais. qui a les minoteries en Algérie? C'est les minoteries, Voilà. absolument. Donc voilà, les gros bénéficiaires, c'est ça, c'est pas le citoyen. Alors, on va continuer de faire le tour. Donc, il y a le choix entre subventions, Ciblage ciblage des revenu subventions universel et ou revenu ciblage universel. Mais vous avez une autre idée, Hassan, Oui, d'abord, moi, et puis on va... J'ai une idée qui est, bon, ça peut dans un premier temps comme ça faire scandale, etc. Mais je pense que si on avait un courage politique et si on voyait à long terme, on peut le faire. Et l'Algérie pourrait paraître même révolutionnaire dans ce cas-là. Moi, je pense qu'il faut un revenu universel, mais pour les femmes, à partir de 16 ans. 16 ans sur présentation de la carte d'identité. À partir de 16 ans, toutes les femmes algériennes bénéficieront, par exemple, de 20 000 ou 30 000 dinars. On peut calculer ça d'une façon Et pourquoi très simple. les femmes? Pourquoi? Alors, il y a au moins deux raisons. La première raison, c'est que les femmes redistribuent leurs revenus beaucoup Dans plus la facilement famille que les générale. hommes. Oui, Voilà. Donc, absolument. c'est les familles qui seront évidemment subventionnées à travers les femmes. Deuxièmement, ça leur donnerait un statut social important. La femme algérienne pourrait avoir un statut que n'ont pas les femmes dans les autres pays, y compris en France. Donc pour moi, c'est-à-dire ça permettrait de ne pas avoir une administration pour voir quelles sont les familles nécessiteuses, etc. Ça demande une administration tellement lourde. Déjà, ça serait rajouter de la bureaucratie dans la Mais, bureaucratie. Hassan, il y a une vérité, malheureusement, non, c'est que la population féminine, contrairement à ce que véhiculent certaines personnes qui sont pour la polygamie, la bigamie, il faut épouser plusieurs femmes pour ne pas les laisser c'est ce qu'ils racontent. C'est du populisme Ouais, islamique. voilà. Mais en fait, la réalité de la population, comment on dit Démographique. démographique, c'est que les femmes sont 50% en Algérie.
Oui, au C'est- moins. Si ce n'est pas 50. C'est pareil, Ah, c'est d'accord. 1 ou 2 J'ai pas vu le qui- chiffre, d'accord. D'ailleurs, c'est dans le monde entier, à part certaines. Mais les femmes En Chine, représentent elles sont beaucoup moins. parce moins que nombreuses. c'était l'enfant unique, il se ça. débarrassait des filles, il Oui, faisait avorter. malheureusement. Mais l'Algérie, c'est 50%. Donc, vous imaginez, vous allez donner 50% de la population de plus de 16 ans. Ah oui, absolument. Ils n'en auront pas les moyens. Ah si. En tout cas, ça reviendra beaucoup moins cher que de mettre une administration pour cibler les familles nécessiteuses, etc. C'est-à-dire qu'il faut compter non seulement ce qu'on va donner à ces familles nécessiteuses, mais il faut compter aussi toute l'administration qu'on va mettre en place, certainement. qui va coûter un argent colossal, qui va dépasser la subvention elle-même. D'autant plus, j'insiste là-dessus, que les structures en place aujourd'hui, elles sont incapables, elles sont déjà dépassées. Les mairies, les daïras, les centres sociaux, etc., sont complètement dépassés aujourd'hui. Oui. Alors si vous leur rajoutez justement une redistribution... Et c'est titanesque. C'est titanesque. Le travail qu'il va falloir faire. Alors que sur carte d'identité, toute femme algérienne de plus de 16 ans peut aller à la banque ou à la poste, ouvrir un compte bancaire et recevoir... Et ça se répercute automatiquement Absolument. sur sa famille, Absolument. en même temps que ça lui donne un statut, une liberté. Absolument. Et en plus, il y a tout un Mais travail les jeunes hommes, ils ne vont pas être d'accord. Ah ben, c'est ce que je disais. Il faut avoir un courage politique, il faut expliquer aux Algériens, etc. Et c'est une manière aussi de dire que, voilà, l'Algérie, elle peut faire mieux, enfin, que les pays Moi, je trouve, du Nord, même plus que la Suède. Je trouve la proposition révolutionnaire. Voilà, absolument. Yes. Moi, je dirais, en fait, pourquoi ne pas mettre en place ce qu'on appelle le revenu minimum d'insertion, Ouais, qui ont ici en France, le RMI. ou bien le revenu de solidarité active. RSA. Oui, il faut une administration. Oui, il faut une administration, une administration. Énorme. Et une compétence. Énorme. Et une connaissance du chiffre, Absolument. de la statistique. Et éviter les tricheries, éviter la corruption. C'est colossal. Mais on peut, c'est insurmontable. On peut former des agents de Je l'État. respecte votre... non, mais c'est juste... Ah oui, si c'est dans 5 ans, oui. Si c'est dans 5-10 ans, former les on peut agents former de l'État, etc. Peut-être. Vous avez vu l'ANSEJ, comment ça s'est passé? Oui, voilà. Alors que c'est l'ANSEJ, c'est même pas 5% ou 10% de ce projet. Parce que l'ANSEJ, à la limite, c'est la banque, c'est un circuit, et on vous donne de l'argent. Mais là, pour identifier les populations, les cibler, évaluer les montants, c'est énorme. C'est énorme. Je te donne juste un exemple. À un moment, il y avait des subventions, justement, qui passaient par la mairie. Et la mairie devait, justement, avait appelé la population pour les familles nécessiteuses de venir s'inscrire. Eh ben, comme pour le couffin du Ramadan, par exemple. Eh ben, je peux te garantir que des familles aisées allaient s'inscrire. Non, mais... Et donc, je ne te dis pas les conflits, je ne te dis pas les vérifications. Par les mairies, on peut passer par le ministère des Solidarités. On a un ministère des Solidarités en Algérie. Mais je veux dire, et mettre en place des antennes, des filiales comme... je ne sais pas, vous dites, vous proposez, comme la caisse d'allocation familiale, et ne pas passer par la mairie. C'est une proposition comme une autre. Je ne sais pas si c'est dans la loi ou pas, mais il y a un mot, peut-être pour certains c'est un détail, mais très très important. Les allocations, en fait, ce système va être fait par virement. Et ça, c'est très important à le souligner. C'est ce que je disais, justement. Oui, ça, c'est très important parce que c'est l'un des moyens. Déjà, c'est très bien pour la bancarisation parce qu'il faut savoir qu'en Algérie, c'est l'un des pays les moins bancarisés au niveau mondial. C'est pour inciter les gens à passer par la banque. Exactement. Et ça, mais on a vu les liquidités. Vous avez vu les liquidités? Après... si c'est multiplié par 10, les liquidités, la crise va être multipliée par 10. Après, bancarisation, il faut être capable de la gérer. Oui, donc ça, il faut inciter les gens à ouvrir des comptes. Ouais. Après, avec les moyens qu'on a informatiques, je pense que c'est faisable. C'est faisable. Si on passe par le système déclaratif. Non, mais le travail de ciblage. D'abord pour dire qui va toucher. À supposer que ce n'est pas un revenu universel. On va évaluer qui a droit, qui n'a pas droit, qui a droit à Je vous donne un une part, contre-exemple qui marche très bien. Actuellement, ça marche très bien en Algérie et c'est pris en charge par l'État. C'est les allocations familiales. Ça marche bien? Ça marche très bien. Et en fait, les familles qui ont un enfant scolarisé reçoivent automatiquement
une allocation familiale de par l'État. Mais pour la proportion de gens qui travaillent. Alors Oui, quand on je sait vous que dis- la majorité des gens sont dans l'informel ou dans le chômage et qu'on ne sait pas trop qui est justement gros commerçant dans l'informel et qui n'a pas de revenus, c'est extrêmement difficile. Après, pour moi, un grand commerçant, s'il veut se déclarer, rajouter 30 000 dinars, pour moi, c'est pas... En fait, c'est pas problématique en soi. C'est le fait que de lancer le système, d'arrêter, parce que... Mais en l'état actuel... Est-ce que nous sommes capables de mettre en place un tel dispositif? Pas l'année prochaine. On va voir parce qu'ils ont dit qu'il y aura des décrets d'application. On va voir tout le mécanisme. Mais peut-être... en fait, il faut voir ce qu'on a laissé et ce qu'on va gagner après. Pour moi, il faut mesurer comme ça. Ce qui fait qu'eux, finalement, ils ont mis, comme on dit, la charrue avant les bœufs, ou les bœufs, ou le charrue devant les bœufs, comme on dit. Le fait accompli. Parce c'est que, le fait accompli. oui, C'est le fait mais accompli. pourquoi ne pas d'abord avoir étudié la situation, comment faire, pour faire une telle proposition? Pourquoi faire une telle proposition alors qu'elle n'est pas faisable Financièrement, il est faisable. Hein. Pas financièrement, Oui, sur le plan administratif, ça. organisation. Oui. Ça va être très Lies? Alors, si j'ai bien compris, vous parlez du ciblage, c'est-à-dire comment on va orienter ces Quel droit? subventions. Non seulement le ciblage, droit le à ces recensement. subventions. Voilà. Oui, quel droit à ces subventions. Voilà, c'est ça. On commence par les femmes au foyer. Oui, voilà, c'est Déjà, déjà... c'est déjà... Donc vous rejoignez Hassan. Oui, c'est Oui, normal. c'est- Mais oui, partout. c'est- Mais Une pourquoi femme qui vous élève... voyez, mais Hassan, Et il a celle dit qui toutes travaille les dans femmes. l'informel. Une femme qui s'occupe c'est d'élever ses enfants, elle contribue à l'effort national. Enfin, je pense. Après, c'est ça. Elle contribue à l'effort Elles ne national. sont pas Mais vous comptabilisées savez- dans le chômage, les femmes au Elles foyer. ne sont pas comptabilisées dans le Il n'y a chômage. pas que ça, l'IS. Est-ce qu'une femme qui travaille à mi-temps dans une administration ou chez un privé, qui a 10 000 dinars, il faut la comptabiliser comme une femme qui travaille? Et là, elle est recensée comme quelqu'un qui travaille, par exemple, à mi-temps ou qui travaille vraiment à un salaire dérisoire. Eh ben, elle n'est pas comptabilisée comme femme au foyer. Alors, nous en Une arrivons... femme, c'est la majorité. Mais une femme au foyer qui reste à la maison, qui ne perçoit aucune allocation. Elle a Et aucune c'est- Et nous autre- allons, Et celle nous qui allons en ne gagne arriver que au 10 000 sujet, dinars. au Ah, sujet d'accord. suivant, Hassan. Oui. Tout naturellement, qui découle de ça, c'est l'allocation chômage. Oui. D'abord, donc, c'est une allocation chômage, ce n'est pas un pré-salaire. Au fait, moi, je rejoins... Non, moi, j'ai lu tout à fait. Moi, l'article 187 de la loi de finances. Donc, Voilà. Donc Wahab, il s'appuie sur La loi de un finances. article de la loi de finances, mais tout à l'heure, ce qu'a dit Chaaben Qassi, ce qu'a dit Tebboune, Oui, oui. il c'est a une dit... déclaration politique. Après, Absolument. c'est une déclaration. Et lors de la rencontre le 25 septembre, il a fait une rencontre entre le définition, gouvernement et c'est Wali. une définition connue partout. On touche un pré-salaire quand on est on est en stagiaire formation. ou en formation. Oui. Mais bon, Alors, on sinon... peut quand même ça généraliser. Rien ne nous empêche de dire un pré-salaire Tout à fait. avant qu'on ait un emploi. On est un bon emploi. Ah, d'accord. Allez, on ne va pas pinailler sur ça. Mais Hassan, allocation chômage. Pareil que pour le premier sujet. Est-ce qu'ils vont avoir la possibilité d'abord de savoir qui est chômeur? Aujourd'hui, eux, ils déclarent, je crois, 12% de chômeurs, ou 13%, je ne sais pas. 12%. Et en même temps, ils subventionnent les caisses de retraite. Oui. Ce qui signifie qu'il n'y a pas que 12% de chômage. Parce que s'il y avait 80% de la population active qui travaillerait, ça financerait largement la caisse de retraite. Pas besoin de... Donc c'est là où on comprend que ce chiffre est faux. Et que la plupart des observateurs parlent de plus de 40% de chômage, le chiffre réel, sans compter les femmes au foyer, C'est ça. qui ne sont pas décomptées dans la population active, Oui, absolument. qu'elles soient mariées ou pas. Absolument. D'accord. Alors, sans compter les 2 années de la Covid. Et voilà. Alors, pareil pour le premier sujet, est-ce qu'ils vont avoir les moyens de pouvoir dénombrer les chômeurs, ceux qui ont droit, mettre en place tous les critères d'accès, tout le dispositif, comme ça se fait par exemple ici en France, où c'est très complexe, c'est très affiné, et ça nécessite une pléthore de personnel. Est-ce qu'ils vont pouvoir... Je pense que ça va être déclaratif, c'est-à-dire que ça va être pour les gens qui vont aller s'inscrire à l'agence pour l'emploi, je ne sais pas comment elle s'appelle là-bas. l'ANEM, l'agence Voilà, nationale agence nationale pour l'emploi. Je pense que ça va être ça. Mais j'imagine la C'est ça, c'est ruée. déjà précisé, c'est ça. Ah, c'est précisé. Ah bon? D'accord. Ah ben voilà. Donc en tout cas, j'imagine. Mais tout le monde va s'inscrire Tout dans le ce monde cas. va s'inscrire. C'est ce que je disais tout à l'heure à Ça veut dire les C'est-à-dire même 40% gens de qui- chômeurs vont s'inscrire. Voilà. Et même les gens qui sont dans l'informel, Voilà. ils vont s'inscrire. si. Même les indoutables à tête de Khani,
il va En s'inscrire. fait, économiquement, C'est c'est pas grave, Jamel. Oui. En fait, il faut savoir. Par exemple, en France, le SMIC ou le chômage qu'on donne, les aides, les allocations, le RSA et compagnie. Même les gens qui ont travaillé sur le revenu universel, en fait, les gens qui ont les petits revenus, automatiquement, quand il reçoit, la personne qui a le RSA, dès qu'il reçoit son RSA, il consomme. Automatiquement, peu importe ce qu'il achète, mais il le consomme. Oui, exact. Donc c'est une réinjection directe et fraîche de l'argent dans le circuit économique. Et ça contre- encourage, ça stimule Parce que les gens qui épargnent, c'est les gens qui ont plus de revenus en Absolument. France. Voilà. Et ça, c'est très Wahab, important. Oui. c'est Mais intéressant. juste le bémol, c'est Oui, que pardon. quand on a une économie, Voilà, c'est ça que j'allais voilà, dire. qui est une économie comme en France, la croissance est tirée par la consommation interne. Quand il y a une production Il y a une interne. production, voilà. C'est très Et ça, intéressant donc, parce que oui, ça voilà. veut dire qu'effectivement, les usines peuvent marcher, etc., donc vendre, Et ça- etc. ça incite à la consommation mais quand et donc à l'importation, la- voilà. ouais. Mais quand il s'agit justement de l'importation qu'on produit, l'essentiel de ce qu'on consomme, mais cette formule-là, elle incite- aggrave. ça Elle aggrave inciterait la situation. au gaspillage. Bien sûr. Ouais. Non, mais Yes. en fait, il faut une politique d'emploi, donc c'est normal, il faut Oui, favoriser, voilà, il faut favoriser Très l'emploi. Voilà, tu as dit c'est-à-dire- le mot. Oui, il faut favoriser, c'est-à-dire c'est pour faire avancer un pays, pour rendre un pays beaucoup plus prospère, c'est l'emploi. La formation et C'est la l'emploi. formation et l'emploi. Mais Elias, le système algérien ne crée pas de richesse. Il vit principalement, essentiellement et quasi totalement de ses ressources C'est la rente, c'est un système naturelles. rentier. D'ailleurs, Wahab, on dit qu'ils produisent, les ressources sont à 98% des hydrocarbures. Ouais. Et les 2%, c'est quoi? C'est des minerais. C'est des produits indirects des autres. Indirect. Donc c'est pareil, c'est presque 100%, quoi. Ouais, Elias, comment on ne relance pas une économie de ce type, rentière depuis des décennies, Oui. qui ne sait pas ce que c'est que la création de richesse. Oui. On ne la relance pas en un claquement de doigts. Ça nécessite des paradigmes, ça nécessite une mise en place, une organisation, de l'intégrité, de la compétence, de la gouvernance. Ça ne se fait pas comme ça parce qu'on veut lancer. Alors, je ne sais pas si l'Algérie a vraiment une économie. Tu vas me dire, est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que nous, on n'a jamais eu une économie. On a hérité une petite économie coloniale. On n'a pas su le développer. Peut-être on aurait dû s'appuyer sur cette économie qu'on a héritée coloniale pour pouvoir la développer. Un choix qui a été fait, c'est l'économie rentière qui s'appuie sur les hydrocarbures. Modèle soviétique. Tout à fait modèle soviétique, grosse industrie, voilà, GSO et compagnie. Au fait, Moi, les soviétiques produisaient beaucoup. Oh, pas grand-chose. Produisaient. ouais. Pas grand-chose. Ils n'importaient quasiment rien. Il ne s'est pas Oui, effondré. il manquait beaucoup de choses, mais ils avaient beaucoup de blé, beaucoup de les produits industriels, le blé, les outils, les machines, les Le blé, je vais voitures, vous les dire, trains. c'est le blé Ouais. en Russie, c'est depuis les sanctions. Non, bien avant, moi j'ai Ah, toujours entendu dire que l'Ukraine Pas du était un véritable grenier à blé. Mais je vous laisse Voilà, poursuivre. donc au fait, pour mesurer la bonne santé, une bonne santé économique, il y a 3 critères, il y a 3 indicateurs sur lesquels on s'appuie pour dire que vraiment, ce pays, il a une bonne santé économique. Le taux de croissance, le taux de déficit budgétaire et le taux de chômage. Oui. Le taux de croissance, il est négatif. Il s'appuie sur quoi? Sur une grandeur. C'est le PIB. Le PIB, c'est quoi? C'est la somme, la somme totale des valeurs ajoutées, plus les taxes, plus les droits, plus sur les importations, avec le différentiel sur les subventions par rapport aux produits. Est-ce qu'on a des mesures pour mesurer le PIB? On ne sait pas. Ils disent, on nous dit dans les Et années comment 60, ça se fait qu'ils disent on nous dit dans les années 70. C'est à la louche. Oui, à la louche, absolument. C'est à la louche. C'est à la louche. On nous dit dans les années 70, le PIB algérien, dans les années 70, il était équivalent à celui de la Corée du Sud. Il dépassait. Il dépassait, oui. Oui. Mais sur quoi? Il dépasse celui de la Turquie et de la Corée du Sud. Il y avait beaucoup de production à Et il l'époque. dépasse celui de production la nationale. Pologne. Il y avait beaucoup de production nationale. Enfin, il y avait le pétrole et le Même, gaz déjà. même si, même Mais il si, y avait même si c'était l'agriculture. soutenu, porté à bout de bras, mais toutes les usines produisaient, fournissaient Parce qu'elles donnaient venaient des d'être salaires. lancées. Oui, oui. Poursuivez. Voilà, donc le taux de croissance depuis 2014, il est négatif. Il y a un recul de moins 5,5%. Vous me corrigez, je pense que le taux, il est exact.
Et comment alors prévoit-il pour Ces dernières pour années, 2022 c'est les 2 années qu'il a une été croissance de négatif. 4%, je crois, Il ou a été 4,5%? négatif. Non, 3,7. Seulement pendant la crise sanitaire. Il n'était pas négatif avant. C'est-à-dire, depuis la chute des prix, depuis 2014, Non, il y a, le taux de croissance quand même était officiellement autour de 4,5 et jusqu'à 5% même. Et le taux est, d'après la Banque mondiale et le FMI, autour de 1,9. Mais comment on peut expliquer qu'ils aient prévu, Non, malgré il n'était ce que pas vient de négatif. dire Lies, Non. qu'ils aient prévu un taux de croissance positif de, combien vous m'avez dit, 4% à peu de près 4%. 3,7 pour la loi de finances comment on 2022. peut passer de 3,7, moins 5,5 à plus Oui, ben, les prix de pétrole sont repartis à la hausse et tous les autres secteurs. Mais rien ne dit qu'ils vont rester à la hausse. Non, non. Il y a bon, des chances comme que c'est parti ça pour. reste Ah non, non, encore là. on a vu en C'est France. parti pour au moins ouais, 3 6 mois comme ça. D'accord. Je pense même plus. Parce que Peut-être, là, oui. on a vu en France le retour, d'ailleurs, si vous regardez un peu le marché, les recruteurs, les gens qui recrutent. Il y a une explosion en matière d'offres d'emploi. C'est ça l'indicateur de reprise très importante et on sait l'importance de la France en matière économique. Et puis la reprise en Donc, Chine. En Chine, oui. Donc je dis juste, en pays on vit, il y a une vraie reprise. Et puis Post-crise. les conflits en Libye, Oui, en Libye, au Moyen-Orient, au Nigeria, et tout en ça Afrique, font qu'il oui. y a moins d'offres. Au Yes, De toute Venezuela. façon, en fait, il faut maintenant la réalité du terrain, ce qu'on appelle la mesure in situ. Sur le terrain, à l'instant T, on remarque quoi? Il y a les prix ne cessent le consommateur algérien, depuis quelques temps, depuis quelques semaines, il remarque que les prix il y a la hausse des prix, il y a l'inflation. Ouais. Et puis aussi, pourquoi? Est-ce que ce n'est pas dû aussi à la planche à billets? Je me rappelle où il y a un certain temps, il disait que la planche à billets, l'utilisation de la planche à billets, c'est la panacée au financement des problèmes de l'État. Certes, Et ça a fait exploser l'inflation, en fait. certes, au fait, du coup, peut-être cette planche à billets permet d'avoir des liquidités immédiates pour l'État pour combler le déficit interne. En revanche, ça crée une inflation terrible. Et le consommateur lambda, il a du mal à trouver, à faire face. Quand Tebboune, il dit que le prix de la pomme de terre va baisser, il dit qu'elle va toucher 80 dinars. Moi, j'ai vu une publication d'une personne qui disait « J'ai fait un petit tour à Bouzerrea, le prix de la pomme de terre était à 50 dinars en 15 minutes. Après 15 minutes, le prix, il a doublé à 120, à 130 dinars. C'est ce qui se passe. Oui. Tout à fait. C'est ce qui se passe. Voilà. Oui, il y a une augmentation des prix. D'ailleurs, malheureusement, dont on ne connaît pas les chiffres réels, hein, parce qu'il n'y a que le consommateur qui voit sur le marché combien coûtent les patates, les courgettes, les carottes, etc. Mais nous n'avons pas, effectivement, un système sérieux de statistiques. L'ONS est complètement mis de côté. Et ils vont installer quelque Le Conseil chose. national, il est installé. Ouais, Le Conseil national ça, des ils ont statistiques. installé. Oui. Oui, mais après, il faut former des gens, il faut une vérité des prix. Il faut tout le background, Il faut, c'est pas- il faut une liberté d'expression pour Absolument, la presse, ça. pour qu'elle puisse vérifier. Ne pas etc. occulter certaines Oui, il faut que la statistiques. Cour des comptes travaille sérieusement, qu'elle ne soit pas sous la coupe du pouvoir, ainsi de suite. C'est-à-dire, il ne suffit pas de prendre une mesure. Et il y a d'autres mesures à côté. Il faut que la justice soit indépendante, etc. Parce qu'il y aura des conflits. C'est comme l'ANI, économiques. la fameuse agence pour les élections, la surveillance. L'ANI. Non, l'ANI. Ils ont créé l'ANI, mais en fait, ce n'est pas pour surveiller les élections, c'est pour Voilà. frauder aux élections. Voilà. C'est l'inverse de ce qu'ils ont dit. En fait. Mais Jamel Din, quand il propose, au fait, c'est bien, c'est-à-dire une personne, pour qu'elle ait une vie décente, il faut qu'il y ait un revenu, c'est normal. Non, on est d'accord. Oui, bien d'accord. sûr. Non, Juste une question. le discours convient à la situation. Absolument. Maintenant, La les faisabilité. actes, on attend des actes. Oui. Mais la On faisabilité, n'est pas- est-ce qu'on peut évaluer le coût pour indemniser tous ces chômeurs? Eh ben, absolument. Est-ce qu'on connaît À le plus nombre forte raison que le nombre de chômeurs quasiment connus, puisque les Algériens en voient qui ne travaillent pas. Il n'y a pas de secteur productif, à part l'agriculture, la fonction publique, la police, l'armée, il n'y a pas.
Et les trucs de transformation, genre Rabrab et tout, ça, On les empêche de travailler. On les empêche de travailler et ça n'emploie pas beaucoup de gens. Hein, c'est Oui, mais- pas énorme Rabrab- hein, par oui. rapport au profit qu'ils font. Oui, mais quand on les empêche de travailler, c'est oui, encore pire. oui. Moi, j'ai Rabrab entendu, a été empêché mais dans ses projets. Moi, j'ai et c'est entendu pas un le seul. sénateur qui disait, au lieu je veux dire, de prévoir une allocation chômage ou pré-salaire, bon, allocation chômage pour rester fidèle à la loi de finances, pourquoi ne pas titulariser les employés, des employés en pré-emploi. Il y a des employés en pré-emploi Tout à fait. qui touchent 15 Ça 000 peut être une dinars bonne et le mesure. filet social. Après, il y a pléthore aussi, hein, parce que... Oui, en fait, après, après, parce que- oui, après, enfin, c'est toujours des cercles vicieux de ce genre. S'il n'y a que la création d'emplois, comme tu disais au départ, il n'y a que la création d'emplois et un minimum de croissance qui peut Alors, faire face nous allons aux essayer d'avancer un peu. problématiques économiques du pays. On va profiter de votre présence pour essayer d'expliquer d'autres choses. Normalement, en temps de crise, quand il y a austérité, restrictions budgétaires et tout, ça devrait se faire, surtout pour les secteurs les plus budgétivores. Ah, pour l'État, oui. Or, en l'occurrence, l'armée, contrairement à ce que tout le monde attendait, ça a encore augmenté. Pas beaucoup, mais ça a augmenté. C'est de l'ordre de 1300 milliards de dinars. 1300 milliards de dinars. En dollars, ça fait 12 milliards. 12 milliards de dollars. 12 milliards de dollars. À un moment, on demande à tout le monde de se serrer la ceinture. Moi, Là, il y a aussi l'intérieur. Et qui dit l'intérieur dit surtout la police. Oui, la Parce qu'il y a DGSN représente la présidence aussi. 75% 75%. du budget de Du ministère de ministère. l'Intérieur. présidence. Et ça a augmenté aussi. Ça a augmenté par rapport à l'année dernière. Oui. De beaucoup. Parce que ça a augmenté dans le projet de loi complémentaire 2021. C'était la plus grosse augmentation. Après, ils ont gardé presque le même chiffre. D'accord. Parce qu'il faut voilà. c'est pour- Et on comprend là qu'ils sont dans une politique Oui, de parce que- répression. parce que hein, il y l'armée, a la eu, police, la un gendarmerie. grand investissement dans l'achat de matériel qui a été budgétisé. Il y a au moins 3 interprétations possibles. La première, c'est qu'effectivement, il y a une politique de répression tous azimuts et que je pense qu'ils ont des renseignements qui leur permettent de conclure que peut-être il y aura des explosions sociales un peu partout et difficilement maîtrisables. Donc ils prévoir, recrutent de la police, ça c'est pour réprimer, ça c'est pour contenir la population. Et rien n'exclut une situation à la vénézuélienne. Hein. Je ne le souhaite pas pour mon pays, évidemment. C'est ça une première possibilité. Presque. C'est ça. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième, c'est ce que disait Elias tout à l'heure. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des pré-emplois, des machins, on recrute dans la police. On recrute, ça redistribue. En quelque sorte, la manne pétrolière, etc. Et il y a une troisième interprétation possible, M. Benchenouf, c'est on l'a dit déjà ici avec vous, c'est que Tebboune fait de plus en plus confiance à la police qu'au service de sécurité militaire. Et donc, il est en train de contrebalancer peut-être les services, je n'en sais rien. C'est une hypothèse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que brusquement, on augmente le budget de la police et de la présidence? Ouais. La présidence, c'est ça ça. a quasiment doublé, je crois. Voilà. non Donc, quand on augmente, Wahab. Quasiment, hein. quand on augmente au niveau financier, on augmente au niveau du pouvoir. Oui. Donc, c'est par rapport, évidemment, aux autres institutions qui ont le pouvoir actuellement, à savoir les services et l'armée. Maintenant, vous disiez par rapport au budget de l'armée. Moi, personnellement, ça ne me choque pas. Surtout dans une conjoncture actuelle. Ça peut choquer peut-être mes amis, mais personnellement, ça ne me choque pas. Pourquoi? Le budget de l'armée doit être absolument important. Il faut savoir qu'il ne représente rien par rapport à celui de la Turquie, par exemple, aujourd'hui, ou même par rapport à celui d'un pays comme les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite. La Turquie est productrice, elle a une industrie militaire. elle est dans l'OTAN aussi. Elle est dans l'OTAN. Oui, L'Algérie, je crois, est le 6e acheteur d'armement au monde. Oui, c'est pas l'Arabie saoudite aussi. Hein. L'Arabie saoudite, c'est dans. Bon, mais l'Arabie c'est dans les 100 saoudite, milliards, hein. elle est 1000 fois plus riche que l'Algérie. Oui, alors, d'accord. donc, Mais par contre, ce qui me choquerait, c'est que ce ne soit pas transparent, de savoir qu'est-ce qui va dans l'achat du matériel, dans l'achat des armements, dans la formation. dans le contrôle a posteriori, Absolument. a priori, Dans- le vote au Parlement. Voilà, c'est-à-dire comment éviter le gâchis, comment éviter... Qui etc. achète, comment acheter. Voilà. Moi, personnellement, si l'essentiel de cet argent va dans la formation
dans des militaires, aussi bien les services que les opérationnels, etc., etc., moi, ça ne me choquerait pas. Si c'est dans ce sens-là. Parce que de toute façon, la force de l'armée aujourd'hui, c'est les cyberattaques, c'est la formation, c'est le renseignement, etc. Oui. Ce n'est pas avoir des bazookas ou des chars. Mais moi, je pose une question quasiment éthique, hein, morale. Oui. Le budget de l'armée de 14 milliards, 12 milliards de dollars. En dinars, 1300 milliards de dinars. D'accord. L'éducation nationale. 7000. Oui, 825 000. 825 000. 800 milliards. 825 milliards. 825 000. C'est le deuxième budget d'État. Alors. Et la formation professionnelle. Le problème est que l'éducation nationale. La formation professionnelle, c'est combien? Oui. On va y arriver. Mais d'abord, j'aimerais qu'on discute de l'éducation nationale. Oui. L'éducation nationale, c'est le premier secteur employeur du pays. D'abord, il y a quasiment 500 000. Plus. Ah, plus. Ah bon. Il y a 600 000, ce qu'on appelle les APS, les enseignants. Oui. Après, il y a les administrateurs. Ça, on arrive à 800 000. Avec le personnel de soutien, c'est ça, 800 000. Alors, 800 000. Il y a 10 millions d'écoliers. Ouais. 10 millions, c'est le quart de la population. Oui. Et on alloue un budget qui est moindre que celui... Oui, l'armée algérienne, pour le personnel actif, c'est-à-dire, je pense qu'on a situé à 150 000. Avec la gendarmerie, ça fait 200... Les effectifs. D'effectifs, oui. Ouais. Parce que les appelés ne sont pas... Est-ce que c'est moral que l'armée puisse avoir un budget? C'est des choix. Après, c'est des choix. C'est des choix, mais ils ont déjà beaucoup... Ils ont un arsenal considérable. Comparativement, on ne peut pas comparer. On ne peut pas déclarer la guerre. C'est juste éthiquement, en France, le premier budget, c'est l'éducation nationale. C'est juste les choix politiques. Par exemple. C'est les choix politiques. Et c'est très important parce qu'ils l'ont fait il y a quelques années. Et c'est un choix politique, réellement, dire que voilà, la nation travaille en priorité pour l'éducation nationale parce que c'est la clé de tout. Moi, ce qui me choque, monsieur... les commentaires et les questions sont affichées à côté. J'aimerais que, s'il y a des questions, qu'on nous les ramène pour qu'on puisse les poser à nos invités. Écrit. Moi, ce qui me choque dans le budget de l'éducation nationale, c'est que d'une part, effectivement, il n'est pas important, mais d'autre part, c'est que l'État algérien ne fait pas confiance aux Algériens, parce qu'une école privée viendrait soulager justement le secteur public. Aujourd'hui, si on avait autorisé... Il ne faut pas que ce soit une école privée de trabendistes. Il faudrait que ce soit une école privée digne de ce nom. Sous contrôle de l'État. Mais à un moment, ça a été autorisé. On a commencé à créer des écoles, des lycées, etc., privés, et qui préparaient même au bac français. C'est-à-dire qu'il y avait un niveau absolument extrêmement intéressant. Et dès lors, justement, quand on voyait que ce n'était pas forcément le programme à 100% public, etc. On les a acculés à disparaître. Parce que moi, je pense qu'une école privée permettrait justement la scolarisation d'un certain nombre d'Algériens et qui ont les moyens de le faire. Et ça permettrait de soulager d'un point de vue à la fois financier, pédagogique, etc. Et en plus pourrait entraîner, même par émulation, pourrait entraîner le secteur public. Alors je me permets de poser quelques questions de nos lecteurs. Mansouf Al-Haq, dans un pays où toutes les statistiques sont fausses, comment élaborer le dispositif de compensation monétaire prévu au profit des ménages qui y sont éligibles, et ce, pour faire face à la levée des subventions prévues dans le PLF 2022, on en a parlé. Donc, si monsieur vous voulez... Je mets une parenthèse sur ça et je le signe, je le souligne. Parce que les statistiques en Algérie, peut-être, elles sont mal présentées, mais elles existent et elles sont fiables. Ah, d'accord. Ah oui, moi, je suis catégorique sur ça. Pourquoi elles ne sont pas accessibles? Comment? Pourquoi elles ne sont pas accessibles? Elles ne sont pas bien présentées, c'est pas elles ne sont pas accessibles. Mais il n'y a pas de statistiques pour tout, Wahab. Oui, pour tout. On n'a pas de statistiques mais pour le les chômage, macros, enfin, si vous prenez la Banque mondiale, le FMI, toutes les institutions internationales reprennent les chiffres de l'OMS. Oui, quand il s'agit des ministères et des collectivités locales, oui. Mais il y a tellement d'informels que ça ne peut pas correspondre à la réalité. Jamel Dine, moi je voulais revenir en fait sur le budget de l'armée. Donc le budget de l'armée entre 12 et 13 milliards de dollars. Chaque année. Oui. Chaque année. Mais depuis Bouteflika, quand il est arrivé, je pense qu'on avait 7 milliards de dollars de dettes
avec l'URSS. Et ils ont renégocié. Poutine, il s'est déplacé à Alger pour une journée, pour 24 heures. Il a effacé cette dette de 7 milliards de dollars. Il a imposé de racheter d'autres armes. C'est-à-dire que l'Algérie, elle est rentrée dans une phase de renouvellement de son arsenal militaire. Elle possède des corvettes. Elle possède des sous-marins. Elle possède des Sukhoi 51. Elle possède ce qu'on appelle la DCA, c'est-à-dire un système de défense. Des lance-missiles, des radars. S-300, S-400. Tout l'arsenal, quasiment, c'est deuxième puissance, on va dire, militaire, si je suis les statistiques, derrière l'Égypte, en termes d'acquisition de matériel. Mais est-ce qu'il ne faut pas réduire le budget de l'État ? C'est normal, parce qu'il y a l'intégrité territoriale, il faut payer les renseignements, mais pourquoi ne pas réduire le budget de l'armée et quand on réduit, on alimente l'éducation. Un pays se reconnaît par ses universités, par ses bâtiments et ses hôpitaux. Donc, juste là-dessus. Et il faut qu'on avance très vite. Oui, c'est très sensible. Moi, personnellement, j'insiste sur le fait que ce n'est pas la somme globale allouée à l'armée qui choque. Ce qui choque, c'est comment la répartir. Moi, personnellement... Comment la contrôler. Comment la contrôler et la répartir. C'est-à-dire que si, effectivement, on investit l'essentiel de cet argent dans la formation de nos militaires, moi, je serais pour. En revanche, là où on peut vraiment faire des économies, c'est les dépenses de l'État. Eh bien, cet argent peut être contrôlé par le Parlement. Pourquoi le Parlement ne contrôle pas le budget de l'armée ? Non, personne ne contrôle l'armée. Personne. Ni le Parlement, ni le président. Le président dont on dit qu'il est le chef des forces, il n'a pas de droit de regard, même pas de consultation. Monsieur Benchenou, juste un dernier mot. Oui. Les frais de bouche Oui. des walis, des sous-préfets, des chefs de daïra, des ministres, etc., dans les déplacements, c'est colossal. Les voitures, les dépenses d'apparat, ça, c'est des milliards qu'il faut réduire les frais de l'État, en fait. Absolument. C'est ça. C'est-à-dire que... en plus, il y a des secteurs, je veux dire, aujourd'hui, en 2021, l'État sert le café, sert une bière. Aujourd'hui, il y a des hôtels, des restaurants, etc., qui appartiennent à l'État et qui ne sont même pas bénéficiaires. Et regardez le budget de la culture et des arts. Hein. Des pichenettes. C'est dérisoire. Alors, je vais vous lire quelques questions, puis nous allons passer à un autre sujet, sauf si vous voulez y répondre. Dahi Ourres, budgétivore pour le moins important pour la société, MDN, présidence, intérieure. À quoi sert encore le ministère des Anciens Moudjahidines? La priorité devrait être pour l'agriculture, la création d'emplois, l'eau, la santé. Où est le budget pour contrer les prochaines inondations, feux de forêt, tremblements de terre? Je vais répondre sur le ministère des... L'Algérie, c'est le seul pays qui possède un ministère. Moi, personnellement, j'ai toujours dit... Ministère des Moudjahidines. Et de l'information. Des Moudjahidines. Ouais. Et des ayants droit. Absolument, des ayants droit. Il faut le remplacer par une fédération, une simple fédération, et je veux dire, assainir les coûts. Enfin, voilà. Et le ministère de l'Information, en dehors des dictatures, oui, qu'est-ce que ça n'existe pas. On n'imagine pas ministère de l'Information. Ça veut dire quoi? Non, c'est pour distribuer la publicité. Oui, c'est pour contrôler sur ça. Contrôler la carotte et le bâton. Oui, et ça coûte un argent fou. Alors, Vinicius Rodrigo, c'est Vinicius Rodrigo. Est-ce que le Parlement peut diminuer la part de l'armée dans le budget de l'État? Shah Mebarki et le gros budget de l'armée, on en parle, point d'interrogation. Brahim Londres, toujours la rente et l'économie de dette, à défaut d'avoir une économie de production, le déficit s'accentue. Shakir, comme d'habitude, la manne pétrolière ne profite guère aux simples citoyens. Les plus gros budgets vont à l'armée et à la DGSN. Alors, la prochaine question que j'aimerais vous voir débattre, qui est très importante, on nous annonce une amnistie financière. Fiscale. Et on parle aussi d'une amnistie financière. Pas seulement. Non, je ne sais pas. Non, sur la loi de finances, c'est l'amnistie fiscale. Pour ceux qui sont en train de préparer, c'est l'amnistie financière pour ceux qui sont en prison et qui acceptent de rendre l'argent ou une partie de l'argent en échange de leur libération. Ça, c'est autre chose. Oui. Mais ce que nous aimerions parler, c'est de l'amnistie fiscale. Merci de m'avoir corrigé. Donc, tout le monde sait qu'il y a à peu près au moins 60 à 70%
de l'économie qui est Informel. détenu par L'informel. l'informel. Square pour Saïd. La meilleure preuve en a été donnée par les liquidités. Tout l'argent puis est quoi, dans il y a les sacs. Le square pour Saïd. Square pour Saïd. C'est la vraie banque. Alors la vraie- aujourd'hui, c'est ils la sont vraie en train banque de dire centrale. aux gens, tous ceux qui déclareront leur fortune avant le 31 décembre 2022 vont tout simplement être blanchis. Ça veut dire tout l'argent qu'ils ont, ils ne paieront pas d'impôts, ça y est, c'est le discours, vous corrigerez, Wahab. Oui, en fait, on l'a déjà fait. Oui. Quand, c'est ma mémoire est bonne, c'était lui. Ben Khalfa, Allah rahmou, qui est décédé récemment, l'ancien ministre des Finances. Ça a été déjà fait. Oui. Il a déjà fait ça, il a déjà proposé ça, mais ça n'a pas marché. Enfin, d'une autre manière, parce qu'il avait à travers les obligations, racheter les Des bons obligations de d'équipement, l'État. des Exactement. obligations. Et faire une amnistie en parallèle, enfin, Mais là, ramener l'argent sans contrepartie, enfin, sans déclaration de l'argent. Mais pourquoi liquide. n'ont-ils pas opté pour une mesure plus simple qui ne soit pas moralement insupportable? Pourquoi n'ont-ils pas opté pour le changement de billet de banque? Tout simplement. Ça coûte beaucoup d'argent d'une part, et ça toucherait peut-être les oligarques plutôt, qui moi, sont encore au pouvoir. Voilà, plutôt. Parce que le fait Mais de changer de monnaie, ça coûte vous beaucoup obligez d'argent. les gens à ramener leur argent à la banque, Ouais. donc à le déclarer, à payer les impôts sur leur... C'est injuste de ne pas payer d'impôts sur des milliards et de milliards. C'est pas normal, qui ont été généralement le fruit de transactions frauduleuses, évasion fiscale. Mais la contrepartie de cet argent, mais la plupart, il est déjà placé en immobilier et en devises aussi. Il faut savoir que Oui. les gens qui ont ces liquidités, bah, ce n'est pas des cons non plus. Hein. Donc, Bien sûr. Oui, donc, Moi, Là, c'est moi, argent je qui est dirais, moi, j'ai une informel et solution tout. que je n'ai pas calculée, pardon. je t'en prie, J'ai Hassan, une solution juste comme ça, intuitive, que je n'ai pas calculée, mais qui est tout ça, très facilement calculable. C'est de dire que tous les gens qui déposeront leur argent auront un pourcentage, par exemple 7,5% ou 10%, convertible en devises. Comme les gens sont intéressés justement d'avoir des devises, on va dire par exemple, chaque année, vous voulez voyager, vous avez 10% de ce que vous avez déposé en argent pour voyager. Vous avez aussi pour acheter éventuellement je sais pas, des équipements, etc. On va vous proposer un certain pourcentage de ce que vous avez déposé comme un argent. Dès lors que le citoyen saura... En dinars. Oui. Pourquoi Si ne, je peux- pourquoi je ne pas dépense juste leur jamais. avoir proposé? Oui. juste parce que dire, on a fait déjà changement de monnaie. Quand on change les billets, Oui. c'est une forme de changement de monnaie. Hein. Parce que par exemple, les billets de 200 dinars ne sont plus acceptés. À Donc, condition qu'ils rentrent dans le Mais circuit est-ce que- bancaire oui, pour être retirés. juste, il faut faire vraiment Recycler cet un argent. choc. Ça a été fait sous Abdeslam. Oui, oui. Mais Donc, c'est tout de suite revenu. Non, non, ça. mais le fait de Parce que changer les billets, de retirer C'est du ce qu'a fait- circuit il l'avait fait, certaines Abdelaziz coupures, Abdeslam. mais à condition qu'elles passent par la banque. Or, ce n'est pas le cas. passe pas par- Généralement, ça ne passe pas par la banque. Ça reste dans les circuits informels. Jamel Din. Moi personnellement, ça c'est mon point de vue, en tant que citoyen, je suis contre l'amnistie fiscale. Quand on gagne de l'argent, on paye un impôt sur ce qu'on a gagné. Aux États-Unis, un citoyen américain qui vit en dehors du sol américain s'acquitte de son impôt. Bien sûr. Il faut Regardez. peut-être par contre Oui. baisser, réformer. Oui, absolument. Voilà. Le taux fiscal. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, c'est-à-dire une amnistie fiscale, non. C'est-à-dire, voilà, ça n'a pas de On ne sens. sait pas d'ailleurs que... Tu as gagné de l'argent, tu payes. Par C'est pas contre, transparent, c'est c'est pas pas ça va toucher qui. oui, Bien tout à sûr. fait. Surtout qu'ils ont une solution de rechange. Changer la monnaie. Oui. Parce que là, Après, je ne sais là, pas les- combien ils ça seront coûte obligés de de changer changer la et de payer l'impôt. C'est le même résultat. Pourquoi avoir opté pour cette amnistie fiscale qui semble un peu scélérate, qui va pouvoir permettre de blanchir un argent frauduleux et de ne pas payer d'impôt? Deux en Moi, un. je pense Par que contre, ça fait pour- partie d'une mesure aussi, ça peut être une mesure d'apaisement, c'est-à-dire, mais à condition qu'elle s'accompagne Homa d'autre chose. Homa, ça veut dire. Ils s'apaisent les uns les autres. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, si ce n'est pas accompagné d'autres mesures d'apaisement, la libération des détenus, la liberté de la presse, Absolument. etc. On aurait compris. C'est ça. C'est des mesures Mais si d'apaisement uniquement- généralisées. Absolument. Ouais. Donc, de mon point de vue, c'est une mesure d'apaisement qui vaut ce qu'elle vaut. Hein, Qui est ciblée. Absolument.
Donc, elle ne peut être moralement, comme vous disiez tout à l'heure, éthiquement valable que si elle s'accompagne d'autres mesures d'apaisement, c'est-à-dire en dehors de l'argent. Sur le une vente politique, sur la concomitante, liberté. quoi. Voilà, absolument. Ouais. Alors, Repartir à zéro. nous allons faire le dernier tour de micro. Vous allez avoir 2 minutes chacun à peu près. Allez-y, Ilyas Jubaili. Non, je voulais revenir sur juste un point. Vous avez 2 minutes, comme vous voulez. Au fait, moi, je ne comprends pas. Au fait, les oligarques qui sont en prison, c'est-à-dire vous leur proposez amnistie fiscale. Un oligarque, il vous dit, moi, vous m'avez condamné à 10 ans, je vais purger ma dette vis-à-vis de la société et je suis en mesure de ne pas restituer cet argent. Parce qu'il a purgé sa dette. Ça n'a pas de sens. Je pense que ça n'a pas de sens. On ne peut pas, c'est-à-dire, je dirais, les gens récupérer l'argent de l'informel, il y a une possibilité. C'est-à-dire, il y a de l'argent qui circule, qui est ventilé à travers les circuits informels dans tous les secteurs d'activité. Ça, il faut inciter à aller, c'est-à-dire que toutes les banques récupèrent cet argent qui circule. Moi, ce que je garde, c'est que de ce gouvernement, c'est que de ce régime, c'est un régime, il reste un régime prédateur pour moi. Il reste prédateur, il est dans le calcul. Certes, ça pourrait être une bonne option, cette loi de finances pour orienter les subventions vers les ménages les plus nécessiteux. Tout le monde en est d'accord pour la refonte d'une justice sociale. Il faut faire une politique sociale. Mais ceux qui optent pour une politique sociale, il faut qu'ils soient légitimes aussi. Il faut qu'ils soient porteurs d'une légitimité pour faire cette politique sociale. Donc, voilà. Donc, on peut dire c'est une mesurette. Est-ce qu'elle est tenable sur le long terme? Est-ce que c'est juste pour des calculs bien définis? Ça, c'est l'avenir qui nous dira. Alors, je vais me permettre de lire quelques commentaires avant de continuer le tour de micro. Mohamed Arroj, si on supprime les subventions, il y aura une révolte généralisée car 80% des Algériens ne peuvent vivre avec les salaires de misère qu'ils perçoivent quand ils ont la chance d'en avoir un. Au lieu de cela, il faut relever les impôts des milliardaires. Soleil bleu, la vengeance des généraux. Si les Algériens ne poursuivent pas le Hirak, ils vont creuser leur propre tombe. Rabbi jib al-khair. Rachid Marzouk, la part du lion pour l'armée et la présidence et des miettes pour le reste. Anis Mehoubi, le PLF 2022 prévoit un déficit historique de 30 milliards de dollars. Wahab. Oui, juste peut-être le chiffre 30 milliards, ce n'est pas 30 milliards parce que le déficit il est à 3 000 milliards de dinars. Donc la différence, ça fait 20 milliards, ce n'est pas 30 milliards. 20 milliards. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en peu de mots ce que ça veut dire, ça, le déficit historique de 20 milliards de dollars? En fait, le budget de l'État, c'est deux blocs. Deux postes, voilà. Il y a les dépenses, ce que dépense l'État, et les recettes. Donc la différence entre les dépenses et les recettes, ça fait soit un déficit, c'est-à-dire les dépenses sont supérieures aux recettes, ou un excédent, quand les dépenses ou les recettes sont inférieures ou le contraire, sont supérieures, les recettes sont supérieures. Et donc dans le cas du budget 2022, parce que les recettes de l'État se chiffrent à presque 6 milliards de dinars, et les dépenses, elles sont à 9 000 milliards de dinars. Donc cette différence, c'est 3 000 milliards de dinars, fait le déficit budgétaire. En dollars, ça fait presque 20 milliards de dollars. Mais bon, après, ça, c'est pas un problème en soi. C'est pas du tout un problème en soi. Le déficit, c'est pas un problème en soi. Si l'économie, il y a d'autres leviers sur lesquels on peut travailler. Donc, avoir un déficit. Sinon, pour le reste Sinon, pour le reste, pour moi, je pense qu'on voit, à travers la loi de finances, on peut reconnaître. En fait, pour moi, le système politique, c'est un triptyque à 3 pieds. À chaque fois, je le dis, il y a l'ordre social, la société, comment se structure, il y a le régime politique et il y a le modèle économique. Et les trois interagissent entre eux. Quand la société évolue par rapport au niveau d'instruction, par rapport au travail de la femme, les structures familiales, comment elles évoluent, il y a forcément un impact sur les deux autres. Donc, quand on voit par rapport au modèle économique, on voit qu'il arrive à bout le fait de supprimer les subventions. Donc, il arrive, le modèle, comment il est conçu, qui a accompagné le régime depuis 60 ans, est arrivé à fin. Ça, pour moi, c'est un tournant. C'est très important ce que vous avez dit au début. Donc, le modèle économique de l'économie algérienne, il est arrivé à bout. Et là, juste peut-être, il est un peu
perfusion par rapport au prix du pétrole, mais structurellement est arrivé à bout. Et quand le modèle économique est arrivé à bout, pour moi, il y a un impact avec la société qui se transforme, il y a forcément un impact sur le régime politique. Et ça, pour moi, dans les prochaines années, le régime doit faire des réformes politiques. Parce que tout ça ne peut pas tenir s'il n'y a pas des réformes politiques. Très bien. Voilà. Merci. Hassan, le mot de la fin. Je vais absolument dans ce sens-là, à savoir qu'une loi de finances, annuelle ou même pluriannuelle, elle ne vaut absolument rien si elle ne rétablit pas la confiance entre les administrateurs et les administrés. C'est-à-dire si le citoyen n'a pas confiance dans ses dirigeants, si les consommateurs n'ont pas confiance dans les producteurs, si les entrepreneurs n'ont pas confiance dans les banques, si les banques n'ont pas confiance, etc., 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 rien ne peut se faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est totalement global. C'est un problème politique. Et si on veut faire des réformes, c'est très bien. Donc c'est un premier petit pas. Et moi personnellement, je suis pour une politique des petits pas. Mais il faut que tout soit transparent, il faut qu'il y ait une vision, il faut que l'Algérien recouvre sa souveraineté, il faut qu'il y ait une liberté d'entreprendre, une liberté de s'exprimer, une liberté aussi de fouiner dans les comptes de l'État. Ça c'est très important. Il faut dégraisser le mammouth étatique. Un État omniprésent est forcément partout absent. Et on ne peut pas s'occuper de tout. L'État ne peut pas s'occuper d'un hôtel pour aller servir un petit café, une bière à un consommateur, etc. Il faut laisser ça au privé. Il faut que ce soit un État régulateur et que beaucoup de secteurs doivent être livrés avec courage, lucidité. Pourquoi ne pas laisser les grands équilibres se réguler entre eux, par exemple, pourquoi ne pas laisser l'offre et la demande se réguler? Pourquoi l'État devrait-il intervenir pour réguler certains équilibres alors que il devrait y avoir une régulation, j'allais dire, de soi, automatique? Non, il doit avoir uniquement un rôle de régulateur, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas, par exemple, d'abus de monopole, par exemple, qu'on investisse dans un certain secteur, on peut encourager un secteur, ou si c'est un secteur uniquement spéculatif, on peut éventuellement le taxer un peu plus, etc. Si l'État doit être régulateur, mais il ne doit pas être entrepreneur. Il faut faire confiance aux Algériens, ils sont très créatifs, et il faut tout réformer, l'école, le système administratif, le système bancaire, etc. On peut pas... Comment voulez-vous que, par exemple, les Algériens déposent leur argent, qui sont dans des sacs, c'est des milliards, dans des banques, s'ils ne peuvent pas le lendemain retirer ce qu'ils veulent, peuvent pas, etc. Donc il faut qu'il y ait une confiance, il faut et formation. Confiance et compétence. Absolument. Rapidement, très vite. L'Algérie ne traverse ni crise constitutionnelle, ni crise. Elle traverse une crise politique. Et quand il y a une stabilité politique, on ne peut pas bâtir aucun modèle au monde. Absolument. Aucun modèle économique que ce soit. Les grands modèles économiques sont bâtis dans le cadre d'un État, dans l'état des droits. Et moi, je te rejoins, il vaut mieux l'État. Elle fouine partout. L'État doit être régulateur qu'interventionniste. Voilà, c'est ça. Et merci Liaz Baili, merci Hassan Hirsch, merci Wahab Hamidi, merci Cha'ban Qassi, merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Merci à la régie, Rabbi Jib Shfa, l'épouse de notre réalisateur Karim, Inch'Allah Khair, et merci à tout le monde. Bqaw ala khair, bislama.